Mais c'est très important. Ça doit être écouté. Et on peut développer des normes qui sont beaucoup plus adaptées aux petites entreprises, pourvu que ces petites entreprises viennent vers les membres nationaux, participent dans les commissions de normalisation. Pardon, je peux témoigner pour ça. Il a toujours fait cet effort-là. Exactement. Vu la difficulté un petit peu de certaines normes dans les petites et moyennes entreprises, il adapte le référentiel à des spécificités de ce genre. Exactement. Il y a des solutions possibles. Si je peux rajouter, le réseau de normalisation de francophonie, c'est un de ses grands objectifs, de faire en sorte que les PME de la francophonie, via nos organismes nationaux de normalisation, participent davantage à la normalisation. C'est un de nos objectifs. On passe sur une autre question. Ouais, je veux juste dire que c'est vrai, d'après ce qu'a dit madame, mes chers collègues, c'est qu'il y a l'innovation là, il y a les standards. Moi, je vois que les standards ou la normalisation, c'est une sorte de substrat, d'accord, qui peut donner facilement l'émergence d'un effort d'innovation, qui peut faciliter l'émergence de l'impact d'une innovation. Et c'est ce qui est important, parce que c'est vrai, comme il a dit mon cher collègue, c'est que la standardisation au début, ça nécessite un effort, oui, mais une fois que ça démarre, il n'y a que du gain. C'est un démultiplicateur. Et puis ça va comme sur des roulettes, et là, l'innovation, quand il arrive, donc parfois l'innovation, il est imposée automatiquement quand on adopte les standards. Une fois toutes les choses marchent très bien, il y a des idées qui viennent, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, et là l'innovation trouvera facilement la place au sein de l'entreprise pour déclencher ce rayonnement de l'effort innovateur. On va avancer parce que là, c'est moi qui suis la gardienne du temps. Parce qu'on a vraiment un programme très très dense pour vous. Mais c'est intéressant, vous avez beaucoup de questions et ça nous permet de faire le tour de notre programme. C'est une question beaucoup plus légère à présent. Combien pensez-vous qu'on a de ISO publiés? Alors là, on a à peu près une majorité qui pense qu'on a 11 000 normes ISO publiées. Et en fait, on est autour de 23 000. 23 000 normes ISO publiées, ça ne compte pas les normes nationales, NM par exemple au Maroc, que vous pouvez avoir, d'autres normes régionales, etc. Donc là, voilà, il y a toute une panoplie. Un des ateliers qu'on va avoir, ça va être justement d'apprendre à chercher les normes dans un secteur donné. Voilà. Donc si on pense que chaque norme est une solution, ça fait beaucoup de solutions. Alors cette question-là qu'on a déjà évoquée également dans le cadre des débats de ce matin, est-ce que vous pensez avoir le droit, la possibilité de vous rendre dans une réunion de groupe de travail ISO pour développer une norme? On a une majorité qui dit non, c'est réservé aux experts. Alors, mais qui sont les experts? Les experts, c'est vous. Et donc, justement, alors finalement, ça devrait être oui, j'ai le droit, je suis un expert dans mon secteur, je suis une partie prenante. Alors, on dit expert, partie prenante, tout ça, c'est un terme qu'on utilise parfois en tant que synonyme. Les parties prenantes, ça va être toutes les personnes, toutes les entreprises, tous les acteurs d'un secteur impactés par une norme donnée. Et toutes ces personnes-là ont la possibilité de joindre une commission miroir nationale et éventuellement, par cette commission miroir nationale, de joindre un groupe de travail ISO, de porter un projet ISO, etc. C'est vraiment l'ISO, c'est vous. L'ISO, c'est aussi les PME, l'ISO, c'est aussi... c'est vraiment vous êtes vraiment le futur de l'ISO. Ouais. Je crois que c'est pas les gens qui ont dit non, c'est le développeur d'experts. Pourquoi? Parce que si a priori, quand vous êtes intervenant dans le secteur, vous avez le droit de mettre votre avis dans la condition d'une norme. Mais dans la pratique, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la structure en charge de coordonner la formulation des normes ou de faire ce travail à la base lance parfois un appel à candidature pour sélectionner les personnes qui vont s'asseoir autour de la
ça. Moi, je suis chercheur. L'année dernière, on nous a envoyé des questionnaires, il faut remplir la norme, j'ai jamais de retour. Parce que vous allez donc s'asseoir et choisir qui vient autour de la table. Donc, en ce moment, on va plus dire, a priori, c'est tout le monde, mais dans les faits, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, en fait. Les organismes nationaux sont chargés de coordonner justement cette participation. Mais c'est ouvert à tous. Après, il y a une sélection pour bien s'assurer. Peut-être, je ne sais pas, ça dépend des pays. Peut-être vous pouvez nous en dire plus. C'est que le monde va dans la phase de l'élaboration de la norme, on adresse un avis de vote pour les personnes en fait, qui entrent dans le système, afin de collecter leur avis. Alors, dans la phase de l'élaboration de la norme ISO. Donc, le message est, comme l'a dit le monsieur, le message est adressé à tout le monde afin d'apporter l'argumentaire de l'élaboration de la norme. Ça n'a pas de conception d'élaboration. À la conception, il faut collecter des avis. Mais après, maintenant, c'est une groupe de personnes, et c'est ces personnes qui sont autour de la carte, parce que maintenant, vous envoyez des questionnaires dans les différentes structures, les gens vous donnent des informations. Mais c'est pas cette personne qui s'assène pour sortir le produit final, c'est un nombre de personnes qui est sélectionné. Donc, ça, personnellement, je sais pas que vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. C'est ça pour moi, je pense que ce sont les experts qui sont. Parce que quand on fait une collecte de données, c'est une chose. Mais les experts, les experts, ils viennent vraiment des pays, ils viennent vraiment du secteur. Et nous, on ne les sélectionne pas, les experts à l'ISO, ce sont les membres qui chargent de coordination du national. Peut-être une petite réponse? Je vais juste ajouter un point, c'est que ce que vous dites est en partie fait, c'est-à-dire que les gens qui sont autour de la table, oui, ils sont sélectionnés en quelque sorte, mais après, dans le processus d'adoption de la norme, il y a une phase liée à l'enquête publique. Donc là, en principe, le projet de norme il est publié et tout le monde a le droit d'y contribuer. En même temps, on peut toujours utiliser le numérique, aller même au-delà de notre organisme de normalisation marocain et écrire directement à l'ISO, c'est possible. Donc les projets de normes, en principe, ils sont publiés et il y a une phase liée à l'enquête publique où vous pouvez contribuer sans que vous soyez autour de la table. Merci. On continue. Alors du coup, cette question, c'est plus sur l'ISO. Est-ce que vous pensez que l'ISO est une association de membres ou une entreprise privée suisse? Et donc là, il y a une majorité d'associations de membres, c'est exactement ça. On est une association à but non lucratif. C'est une association des membres nationaux de normalisation. Voilà, dans chaque pays, il y a un organisme national de normalisation qui est notre membre. Pour le Maroc, c'est l'IMANOR, pour la France, c'est l'ACNOR, pour l'Allemagne, c'est avec le DIN, etc., etc. Et on a 164 membres ISO. On a cette question aussi qu'on a évoquée un petit peu plus tôt. Est-ce que vous pensez que le cœur de métier d'ISO, c'est la certification? Et là, on a une grosse majorité de tout dépend. Tout dépend de la norme ISO et on a ensuite après, c'est partagé entre trois personnes qui pensent que l'ISO n'exerce pas d'activité de certification et trois personnes qui pensent que oui, on ne peut pas mettre en œuvre de normes sans certification. Donc vraiment la réponse est non. L'ISO à part entière, on n'exerce pas d'activité de certification. On est vraiment là pour faciliter le développement du contenu de la norme, que ça se fasse en respectant nos valeurs qui sont celles du consensus, de l'ouverture, de la transparence. Et ensuite, le marché s'approprie le document. Soit le marché, les parties prenantes préfèrent une certification, soit la déclaration, soit une simple mise en œuvre parce qu'elle apporte une solution d'elle-même. Parfois, c'est intégré à la réglementation, etc. Pensez-vous qu'il y a 30 employés à l'ISO, 750 employés à l'ISO, 3250 employés à l'ISO? Donc là, c'est assez partagé entre 150 et 750. À l'ISO,
basé à Genève et on est 150 employés à temps plein. C'est vraiment toute notre force. Hein. Nos membres sont notre force, les experts sont notre force. On a à peu près les chefs de projet également, porteurs de normes. Voilà, on a une petite diapositive sur tous les chiffres qu'on a, histoire d'avoir ça en tête, là, par exemple. Voilà, on a 5000 projets de normes en cours de développement maintenant. Donc, ce qui représente à peu près 4500 chefs de projet. Parfois, il y a des chefs de projet de normes qui ont une ou deux normes et on va animer toute cette activité basée de Genève, mais en se reposant beaucoup sur nos normes. C'est vraiment l'essentiel. Vraiment ce rôle de chef d'orchestre, en se reposant beaucoup sur votre expertise. On n'a pas de réunion, je compte de travail tous les jours. Il y a vraiment une activité complètement folle. On pense qu'il y a à peu près 100 000 experts dans le monde qui contribuent à la normalisation. Alors on n'a pas de chiffre exact parce que tous les experts, tous les membres qui sont dans les commissions de normalisation nationale, on n'a pas ces données-là. On n'a que les contacts des gens qui sont dans les comités ISO, les groupes de travail, etc. Et là, déjà, on a une base de données de 55 000 personnes. Je vois qu'ISO a pris beaucoup de croissance parce que moi, dans mes présentations, le chiffre que j'avais, c'était 7 réunions ISO chaque jour. Ça date de 3-4 ans, donc maintenant c'est 20. Wow! C'est 20 ans, alors avec le coronavirus, on ne sait pas trop. Non, ce qui s'est beaucoup développé ces derniers temps, c'est aussi donc les réunions virtuelles. Voilà, pour les groupes de travail, pour permettre d'avancer, pour permettre d'être plus inclusif aussi. De ne pas avoir trop de besoins en termes de dépenses de financement pour se joindre à beaucoup du monde et puis faire des réunions. Pour avancer. Alors, connaissez-vous le nom de votre organisme national de normalisation? On a 11 réponses. Et qu'est-ce qu'elles disent ces réponses? Alors, je ne vais pas réussir à le voir. Est-ce que vous connaissez le nom de votre organisme national de normalisation? Voilà. Limanor pour le Maroc. De quel pays vous êtes? La Nord au Cameroun. Les autres pays? Aganor au Gabon, tout à fait. OCC au Congo. ANM au Bénin. ACN au Canada. CCN, Conseil canadien des normes. Ouais. Ou SCC en anglais, parce qu'on a les deux chapeaux. Vous êtes Canadien? Oui. Voilà, on a quelques noms et puis on a un Veritas. Alors, Veritas, non, c'est pas un organisme national de normalisation, on est plus sur la certification. On a fait le tour de tous les pays présents? Alors, une question qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà répondu à une enquête publique sur une norme? Et là, on a une grosse majorité de non. On a 3 participants qui ont répondu oui. Alors, je serais ravi d'entendre l'expérience des participants qui ont répondu oui. Qui a déjà répondu à une enquête publique sur une norme? Limanor. Donc, quand il y a un projet de norme en cours d'élaboration chez l'ISO, donc on reçoit une notification. Ça dépend de l'étape à laquelle il est arrivé le projet de norme. Donc, si on est membre participant à la comité technique de l'ISO, donc on envoie le projet de norme à un ensemble d'experts nationaux pour collecter par la suite leurs avis et leurs commentaires. Et Limanor, donc, il regroupe tous ces commentaires et il les traite dans le comité miroir. Et pour enfin donc, donner notre vote
ça comme en termes de mécanisme. Et si j'ai choisi de le mettre dans une question, c'est parce que d'abord c'est assez rare d'avoir les membres qui organisent justement les enquêtes publiques. C'est pas une obligation. Dans le cadre de l'ISO, des accords qu'on a signés pour éviter les barrières techniques au commerce, il y a une obligation de la part du membre de faire un effort d'aller voir les parties prenantes. Mais ce n'est pas une obligation de faire une enquête publique. Donc c'est vraiment un outil de transparence et d'ouverture, mais qui est fantastique. Et tout à chacun, vous avez la possibilité d'aller sur le site de l'Imanor et puis de voir quelles sont les enquêtes publiques, et de voir si ça touche votre secteur ou pas, et de contribuer aux documents. Et c'est pour moi une des premières étapes pour mettre le pied à la normalisation, influencer le contenu des normes qui vont ensuite après impacter votre secteur. C'est essentiel, c'est fantastique. Essayez, on va avoir un petit atelier où alors tout à l'heure je vous montrerai le site dédié aux enquêtes publiques de l'Imanor, mais profitez de ça pour faire entendre votre voix sur le contenu des documents. Justement, en fait, les enquêtes publiques sont peut-être en fait un petit peu supplémentaire. Oui. Donc, ils peuvent venir aussi du Limanor pour les consulter en ligne. Exactement. Ou bien, en fait, il est à la disposition des départements ministériels, alors ils peuvent les consulter et convenir de parler. Oui. Je viens d'ouvrir la page de l'Imanor juste pour m'assurer en fait sur l'onglet de normalisation. Oui, il y a une partie liée à l'enquête publique où on a le projet de norme qui est publié et après on a une rubrique pour ajouter tout ce qui est commentaires et l'adresse mail si on veut pour l'envoyer directement à l'Imanor. Exactement. C'est constitutionnel quelque part. Et c'est constitutionnel quelque part. Vous êtes en avis sur cette réglementation qui va sortir. On va terminer sur ces deux questions. Est-ce que vous utilisez une norme ou plusieurs normes ISO dans votre vie quotidienne? Alors, je vais voir, on va voir le détail. ISO 9001, on a toute une grande série de normes ici, non, aucune idée. Et puis on a encore à nouveau une série de grandes normes. Au quotidien, on utilise, peut-être sans le savoir, les normes. Et là, moi, je vois là, sur cette table des feuilles. Là, ici, il y a aussi d'autres feuilles, des bouteilles d'eau, etc. Tout ça est normalisé. La feuille, le format A4, c'est une norme ISO. Votre téléphone, les communications, etc. Alors là, on entre peut-être sur les normes de la télécom. Votre carte de crédit. Pour pouvoir retirer de l'argent au guichet, c'est normalisé. Sinon, on n'aurait pas pu retirer au Maroc, dans un autre pays, en France, etc. Il y a des normes vraiment partout au quotidien. On a une chouette petite vidéo là-dessus, mais je vous propose de la visionner plus tard, peut-être pendant la pause. Comme ça, on continue d'avancer un petit peu sur les échanges. Mais je m'excuse parce que je suis venu un peu en retard. Sur la télé, il est beaucoup très cher parce que je suis très, très concerné par ça. Donc, vous allez m'excuser parce que j'ai vu que vous voulez passer à une autre étape. Et je voulais savoir si, je ne sais pas, j'ai une série de questions. Je dois en savoir plus. Donc, je m'excuse à l'assistance. Mais vous peut-être, parce qu'on a pris un peu de retard sur l'atelier, puisque vous avez beaucoup de questions, ce que je vous propose, c'est que pendant la pause, je vais aller vous voir. Je vais aller vous voir, puis on va prendre le temps ensemble de décider vos questions. Ça vous convient? C'est bon. Très bien. Il y a deux exemples de normes qu'on utilise tous les jours. Là. Il y en a deux utilisateurs. L'ISO pour la sensibilité justement des temps de pause, des photos. Et puis pour ce qui est aussi de la compression des films, MPEG, c'est aussi une norme 2. La dernière question, les normes sont-elles gratuites ou payantes? Alors voilà, il y a aussi, il a dit trop cher aussi. Quelqu'un a répondu que c'était trop cher. Deux personnes ont pensé qu'elles étaient gratuites et la majorité ont bien identifié que les normes étaient payantes. Les normes sont payantes parce qu'il y a toute une infrastructure derrière, donc il y a un coût.
déjà, ce coût, il faut y contribuer. Et le modèle que l'ISO a choisi ainsi que ses membres, c'est le modèle de l'indépendance et de la neutralité. Avoir une partie de notre financement qui est basée sur l'achat des normes nous permet d'être indépendants. On n'est pas payé par un grand groupe, on n'est pas payé par Coca-Cola, Nestlé, je ne sais pas qui, pour réaliser les normes. Nous sommes indépendants, ce qui nous permet d'avoir des contenus normatifs qui représentent justement votre parole, votre voix sur les besoins des marchés. Et ça n'est pas dicté par ni des organisations, ni des entreprises publiques. C'est très important par rapport à ça. On a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Oui. Peut-être ça cache notre le référentiel de la norme. C'est payant et la certification de l'agronome est là également pas loin. Donc peut-on avoir une clarification pour la différence entre les deux choses, entre payer la normalisation, la norme plutôt sans référencer tout ça pour les autres, et le volet certification, comment c'est géré? Alors, à nouveau, on n'exerce absolument aucune activité sur la certification et on n'obtient absolument aucun revenu de la certification non plus. Après, donc les membres, les organismes de certification, ça c'est organisé de manière nationale, avec les accréditations, avec les membres, etc. Tout ça est organisé au niveau national, mais l'ISO à part entière n'a absolument aucun revenu de la certification. Peut-être pour faire simple, par rapport au coût que peut occasionner une certification d'une organisation, ça dépendra surtout de votre distance, des exigences qui sont stipulées dans cette norme. C'est exactement ça, votre rapprochement ou votre éloignement de remplir ces exigences qui va faire, est-ce que vous devez fournir plus d'efforts, et ça, un effort c'est du coût toujours, ou bien moins que les autres. Mais une fois ayant le certificat, est-ce qu'il est sur la durée par exemple de 3 ans, je prends le cas de l'ISO, sur les 3 ans, est-ce qu'il y a une redevance? En principe, un organisme certificateur, ça dépend du type de la norme, si il y a une norme de certification d'accréditation, si vous en êtes certifié ou accrédité, ça pourrait être sur une année seulement. Et vous allez recevoir des visites pour vous auditer sur votre alignement. Est-ce que vous êtes toujours aligné? Parce qu'on va vous prolonger la certification d'accréditation, ou bien on va vous demander de faire encore des efforts pour la renouveler. Je vous remercie pour cette première activité. C'était très riche en échanges. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'on parlait de rapprochement ou d'écart entre. Vous êtes plutôt assez proche de savoir ce que c'est que la normalisation, à part peut-être une ou deux questions. Donc merci à vous. Gardez en tête que vous avez cette possibilité de répondre aux enquêtes publiques, de vous rapprocher de vos membres pour faire évoluer le contenu des documents comme vous en avez besoin. Ça c'est très très important. On avait formalisé un petit peu toutes ces questions-réponses sur le jeu de diapositives qui vous sera remis. On va passer par les organisateurs de la conférence qui vont vous envoyer un lien parce que c'est assez dense, parce que Charles Pierre, vraiment, il s'est donné beaucoup d'informations dans les PowerPoint. Voilà, c'est l'objectif. Merci. Donc, on passe à la... Oui. On vous propose de débuter la séance 2. Il est maintenant entre 15 et 20. On va prendre la pause vers minuit, mais bon, on va être un petit peu délinquant. Je suis certaine que les autres ne seront pas à l'heure pour la pause, donc allons-y. Voilà. La deuxième séance, c'est diriger une entreprise des normes à chaque étape. Assez rapidement, on avait pour idée de passer un petit peu en revue la norme ISO 9001, mais on va manquer de temps. Et comme on a la grande chance d'avoir des utilisateurs et des praticiens de la normalisation avec nous, on va privilégier leur témoignage.
Alors, des normes à chaque étape, peut-être que tu peux avancer les diapositives. Ça, ici, c'est la chaîne de valeur d'une entreprise. Donc, c'est le classique de la chaîne de Porter, soit les activités soutiennes, les activités primaires. Et donc, les normes, c'est vraiment donc, dans nos activités de soutien, on a évidemment nos normes du travail qui viennent, et celles-là sont souvent d'application obligatoire, comme on le soulignait tout à l'heure. On a aussi les normes de comptabilité et de gestion. Hein, je ne sais pas s'il y a des gens dans la finance ou de la comptabilité. Ici, on a une directrice de banque, c'est ça? Oui, directeur de la qualité. Oui, directeur de la qualité dans une banque. Donc, vous, les normes comptables... donc, nous, on est certifié ISO 9001, version 2015. On vient d'obtenir depuis presque un an une quadruple certification de certaines activités de la banque. Et du coup, ça nous permet de se différencier par rapport à la place bancaire et d'apporter un argument commercial, mais pas que ça, de s'embarquer dans une dynamique d'amélioration continue. Bien. Ensuite, au niveau de la logistique, hein, tout ce qui est le transport, on n'a pas idée, mais on n'improvise pas l'emballage, on n'improvise pas le transport par cargo. Les conteneurs que vous voyez au port, ils sont normalisés pour s'assurer d'avoir l'espace le plus maximisé possible. Ensuite, les opérations, évidemment, le produit ou le service que vous produisez va être, il y a des normes qui pourront être applicables. Si vous faites du cacao, si vous faites du beurre de karité ou si, quoi d'autre? Peu importe ce que vous produisez comme produit ou service. Produits laitiers, dans le secteur du tourisme, il y a plusieurs normes qui peuvent vous être utiles parce que c'est important de comprendre que, puis on a eu un petit peu la discussion tout à l'heure, parfois on peut avoir une connotation négative du mot norme parce qu'on dit c'est normé, c'est rigide, ça ne nous permet pas de penser en dehors de la boîte, mais en fait il faut plutôt le voir à l'inverse. La norme est là pour nous donner un guide, pour nous proposer les bonnes pratiques. Si on prend l'habitude d'aller tout de suite s'en inspirer dès le début de nos activités d'entreprise, on peut gagner un temps précieux en se basant sur les bonnes pratiques dès le début. Marketing et vente, maintenant, c'est très, je ne sais pas si dans vos pays vous avez eu ces problématiques-là, mais chez nous, on a une grande banque qui s'est fait voler ses données personnelles. Donc, la protection des données est de plus en plus importante. Et puis ensuite, l'autre, c'est... Service après-vente. Ah oui, les services après-vente. Voilà. Service qualité qu'on peut offrir. Alors, tout ça peut être nommé. Alors, c'était juste pour vous illustrer où sont les normes. Maintenant, je passerai tout de suite à la séance 4 avec nos invités, que je remercie vraiment très chaleureusement. Franchement, je suis totalement séduite par l'efficacité marocaine et l'implication. Ça sera pas long. Des gens ici. Voilà. Alors, nous avons avec nous M. Rachid Amar, qui est de l'Association professionnelle des cimentiers, qui va venir témoigner. On a M. Younes Alami Marouni, qui est sorti Qui est parti chercher des petites bouteilles d'eau. Ah oui, c'est bon. OK, on prendra après. On a M. Saïd Bouanani. Voilà. M. Saïd Bouanani, qui va venir témoigner ici. Et Madame Elou Raoui. Voilà. Alors, je commencerai par peut-être un premier témoignage, puis je commencerai par celui de M. Amar, parce que moi, j'ai fait des petites pré-entrevues avec chacun, fait que je sais un peu de quoi ils vont vous parler. Et j'aimerais que, peut-être que vous vous présentiez, juste pour vous dire votre situation professionnelle et votre relation avec la norme. Je représente l'association professionnelle des cimentiers. Et cette association elle est créée en 1982 et elle regroupe 4
précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une norme d'application obligatoire, elle n'est pas volontaire. Et les cimentiers sont présents dans le comité technique de l'organisation. On a une part de responsabilité, une part de participation dans l'évaluation de ces normes. Ce qu'on peut dire comme témoignage, c'est l'implication d'un producteur dans l'élaboration des normes, c'est très important. Et heureusement, dans les comités techniques de l'organisation au Maroc, la présence des professionnels, elle est là dans tous les secteurs, que ce soit les produits ou les services. On invite ceux qui n'ont pas eu encore la chance d'y participer. Vous les jeunes, vous êtes amenés à avoir une activité professionnelle. Il faut que le secteur professionnel participe dans l'élaboration de ces normes. C'est très important parce que de naissance, la norme est préparée par un consensus. Et s'il n'y a pas l'avis de tout le monde pour tenir compte des difficultés des enjeux, on aura une norme dont l'application posera énormément de problèmes. C'est le message qu'il faut faire passer, c'est l'implication, elle est importante des producteurs et ils font partie du réseau des experts et le comité technique de l'organisation, je pense dans n'importe quel pays, prendront connaissance et ils seront à l'écoute des soucis et des besoins du producteur. Moi, ce que je voulais entendre de votre part, M. Amar, si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi les cimentiers, vous vous appuyez sur une stratégie de normalisation pour développer votre industrie. Alors, la normalisation, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une activité qui produit des normes, et dans les normes, on trouve des spécifications techniques, on trouve des exigences qui sont demandées soit par l'utilisateur, soit par les organismes qui gèrent les produits ou les services, et le producteur ne peut pas se mettre à l'écart de cette exigence, de ses besoins. Pour alimenter le marché, pour protection du consommateur, il est obligé de fournir un produit qui respecte cette norme. Et la démarche d'aller vers le respect d'une normalisation, il aide le producteur, donc nous les cimentiers, ça nous aide pour s'assurer que le produit qu'on fabrique est un produit qui respecte les exigences, qui respecte ce que le consommateur attend de ce produit-là, et il donne une assurance que le produit est un produit de qualité. Et c'est quelque chose qui nous pousse à l'amélioration, parce que la norme, elle n'est pas figée dans le temps. La norme, elle est appelée à être révisée, elle est appelée à tenir compte des avancées de technologie, elle est appelée à tenir compte des besoins exigés par le consommateur ou les besoins dans l'intérêt de la communauté d'une manière générale. Et le producteur, à travers ça, il est obligé de s'aligner, il est obligé de s'améliorer en continu pour pouvoir être à la hauteur et à la réponse de ces exigences qui sont dans la norme. Et avec le circuit de la conformité par rapport à la norme, bon, en l'occurrence pour le ciment, c'est la certification qui est la preuve de conformité à la norme. Par la certification, on est obligé constamment d'être conforme et d'identifier quels sont les problèmes ou les sources qui peuvent engendrer des non-conformités, de les résoudre et de s'assurer à chaque étape que le produit qui va être fabriqué est un produit qui respecte toutes les exigences préconisées par la norme. Donc, pourquoi on fait appel à cette stratégie? Parce que, quelque part, ça nous pousse à l'amélioration continue. Et qui dit l'amélioration continue, dit répondre à un marché, donner un produit sûr et aussi améliorer la productivité de l'entreprise. Bien. Je peux ajouter un mot, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Pour compléter la réponse, c'est à moi. En tant que producteur, il a très bien répondu à votre question. Mais en tant que consommateur de ciment,
en tant que citoyen qui va bâtir sa résidence ou bâtir et tout à l'heure on parlait de qu'est-ce qui fait que des pays font lever une norme puisqu'il existe, et il y avait beaucoup d'intelligence qui ont travaillé sur ce produit pour fournir de la matière normalisant un secteur ou une activité dans un secteur, comme ici dans le cas du bâti. C'est ce que parfois c'est suite à des catastrophes, suite à de grands problèmes. Et c'est pour pallier ces problèmes, nous au Maroc, on a vécu des scènes catastrophiques de bâtiments qui sont tombés sur... heureusement, dans la plupart des temps, c'était des bâtiments qui n'étaient pas encore habités, mais ça s'est arrivé. Et le pays, pour pallier ces problèmes de non-respect des conditions pour donner un bon produit, donc il lève ces normes qui existent déjà et qui ont une certaine assurance, qui donnent une certaine assurance, qui garantissent une bonne qualité de produit. Il les lève à un niveau de réglementation et législatif. Ils deviennent juridiquement imposables et ça aide le pays à remédier à beaucoup d'imperfections dans les activités des secteurs et à beaucoup de problèmes, et pour protéger aussi le consommateur. Alors, justement, une précision par rapport à ça. Effectivement, dans les débuts des années 70, il n'y avait pas de normes de ciment. Et suite à des catastrophes dues à des tremblements de terre, partout dans le monde, au Maroc, en Turquie, l'administration marocaine a poussé à la création de la norme de ciment. C'est exactement en 1974 la première norme de ciment. Et depuis, cette norme de ciment est évolue à travers des révisions. On est à la quatrième révision de la norme. Comme je dis tout à l'heure, pour tenir compte de l'avancée technologique, tenir compte des attentes des consommateurs, améliorer et renforcer le système de contrôle chez le producteur et par le biais de la certification. Donc, depuis 1974, le système il est constamment en évolution, d'amélioration du référentiel, et c'est toujours à travers le comité technique de normalisation. Donc, effectivement, le besoin de la norme, c'est soit il est dicté par l'administration, soit il peut être aussi provoqué ou demandé par les professionnels pour structurer leur production. Merci. Vous avez peut-être Une petite question. Je remercie sincèrement pour le partage de ces informations. Et dans la continuité de votre question, j'aimerais savoir, je n'ai pas assez de connaissances sur le secteur, est-ce que l'enjeu de l'exportation pousse vers la normalisation si nous exportons du ciment ailleurs? Est-ce que cette certification qui est érigée chez nous est alignée également à l'international? Et deuxième chose, c'est la question de l'importation. Est-ce qu'on est concurrencé par du ciment importé? Et du coup, il se peut que ces normes soient par exemple plus internationales que celles que nous avons nous dans notre législation. Pourquoi j'ai posé ces deux questions? Du fait que nous avons 4 acteurs, 4 cimentiers, donc c'est une concurrence monopolistique. L'enjeu de la concurrence ne pousse pas vers la qualité, c'est plutôt l'État qui pousse vers. Est-ce que également cette relation avec le marché international n'est pas un enjeu? Pardon, la concurrence locale est stimulée par la qualité aussi. Parce que la norme, respecter la norme, c'est un minimum, c'est un SMIC. Mais au-delà de là, dans certains ouvrages, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, exige des caractéristiques au-delà de ce qu'il a dit. Donc, la concurrence, elle est là, et chaque producteur de ciment, il ne se limite pas aux exigences normatives. Il prospecte son marché, il est attentif à l'écoute de son utilisateur pour lui fournir le produit qu'il a pour ses besoins. En ce qui concerne l'importation et l'exportation, chaque pays met en place
réglementation qu'ils souhaitent. Donc, le respect au Maroc, le respect d'exigences des normes marocaines est dicté. Un produit, en l'occurrence le ciment, ne peut pas être mis sur le marché s'il ne respecte pas la norme marocaine. Que ce soit un produit local ou un produit importé. Le produit importé doit respecter les exigences de la norme marocaine. Ma question, c'est s'il dépasse les qualités de ce que nous faisons, est-ce qu'il pose un problème pour nos producteurs et du coup, il doit aller au-delà. C'est-à-dire, si je vais constater un bâtiment et j'ai le choix entre ciment, je vais faire, bien que, puisque dans le cadre des accords de libre-échange, du ciment turc pour le faire venir un peu d'Asie et du ciment marocain. Et on suppose, hypothèse, que celui qui va venir de la Turquie a, en termes qualitatifs, normalisés, plus élevés. Est-ce que ça nous pousse vers aller au-delà de ce qui est exigé? Je prends un exemple. Le ciment turc, pour qu'il rentre au Maroc, pour qu'il puisse être commercialisé au Maroc, il doit respecter la norme marocaine. Et si pas non, alors vous, utilisateurs, si vous trouvez dans ce produit turc quelque chose qui répond à vos besoins et manifestement qui respecte la norme, oui, vous serez tenté d'utiliser. Mais le cimentier marocain, il ne laisse pas les bras croisés. Il pense mettre son marché. Il va venir vous voir, chercher quel est le besoin, quelle est la classe que vous cherchez, et il va vous proposer un produit qui répond à vos besoins. Un autre aspect, pour la circulation des produits d'un pays à un autre, dans le cadre des exportations, il y a le marquage et la certification qui jouent un rôle important. Pour les communautés européennes, le produit ne peut pas circuler s'il n'a pas le marquage CE. Le marquage CE exige des procédures, exige une procédure pour que le produit puisse bénéficier de ce marquage. Au Maroc, la même chose. Le produit NM, il doit être certifié NM pour qu'il puisse bénéficier de ce marquage NM. Donc, tout dépend des exigences du marché. Juste ajouter un point sur ce qu'il a mentionné. Le Maroc maintenant, il a travaillé sur le marquage CENI. C'est équivalent au marquage CE en Maroc. Le marquage CENI. CENI, oui, c'est la conformité marocaine donc au Maroc. Ce marquage-là est en fait dédié pour 4 principaux catégories. C'est les matériaux de construction, les jouets, les produits de restauration et les produits magnétiques. Compatibilité magnétique. Donc, normalement, pour qu'un produit entre dans le marché marocain, il doit bien sûr être marqué CENI. Le marqué CENI signifie que ce produit-là est fabriqué selon les normes marocaines. Donc, ce marquage est en fait, bien ces normes sont citées dans des directives, alors voilà, qui sont en fait transposées des directives. Donc, voilà, c'est pour garder une certaine sécurité des produits qui circulent dans le marché, pour les consommateurs. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête pour une pause et qu'on revienne après avec les témoignages de M. Boinali et M. Alani Mahmoud et Mme Douraoui. Madame Alani. Excusez-moi. Ça vous convient? Oui. Parfait. J'ai deux petites demandes spéciales, par exemple. Pour nos médias sociaux ou RNF, j'aimerais qu'on prenne une photo. On va utiliser l'escalier. Comme ça, on va pouvoir se prendre. Mon directeur d'école me dit fais un selfie. C'est plus cool. Alors, je suis d'accord. Toi aussi? Oui. Bon, c'est bon.